La question d'identité, de qui on est, c'est la base, comme la fondation pour pouvoir se penser. Se penser soi, se penser dans le rapport aux autres et se penser dans le rapport au monde. Bonjour Néla, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci, et toi? Ça va. Je me suis dit que c'est intéressant de t'interviewer parce que on s'adresse aux entrepreneurs et aux personnes qui souhaitent se réaliser. Et je me suis dit que serait intéressant d'avoir your point of view en tant que psychologue. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, savoir qu'est-ce qui t'a emmené à devenir psychologue toi-même. Alors, je n'ai jamais voulu être psychologue, vraiment, je ne savais même pas en fait ce que c'était ce métier, on ne m'en avait jamais parlé, moi j'en avais jamais vu, donc il était inexistant en fait, même dans mon champ lexical, on va dire ça comme ça. Moi je voulais être médecin en fait, c'était vraiment le rêve que j'ai nourri depuis toute petite, et c'est comme ça en fait que j'ai entamé mes études. J'ai fait des études du coup de médecine, j'ai fait ma première année, puis j'ai raté. Pas de beaucoup, mais voilà, de quoi en tout cas ne pas passer pour cette année-là. Il y avait un numerus clausus à ce moment-là, donc il fallait avoir certaines notes. Et puis donc je me suis dit, tant pis, je vais faire cette deuxième année, et puis je refais une première année de nouveau, je me donne à fond, et aussi de nouveau un échec, quoi, avec l'impossibilité de continuer. Donc là, vraiment, j'ai dû me poser des questions. Ça faisait 11 ans que j'avais nourri le rêve de devenir médecin. Et donc j'ai vraiment dû me poser des questions sur ce rêve, sur mes motivations derrière ce rêve, des questions qui ont été plus profondes en fait que ce que j'ai pensé au départ, mais en tout cas qui m'ont mené à devoir me dire ok, il faut que je me fasse à l'évidence, je ne serai pas médecin, mais il y a certainement d'autres choses que je sais faire. Et puis là, beaucoup de gens m'ont proposé plein d'options, et puis ça ne me parlait pas. Et puis un jour, il y a un ami qui m'a lu la description de ce que était un psychologue clinicien. Je me suis dit ah waouh, ça je me vois bien faire ça. Et puis, en fait, je me suis lancée dans une école ici, une autre école ici à Bruxelles, qui permettait en fait de faire un bachelier très pratique. Et donc, j'avais besoin en fait de savoir directement c'est quoi en fait le cœur du métier. J'avais pas envie de reprendre un parcours universitaire. Et en fait, ça m'a plu. Et donc, pour moi, ça a été à partir de ce moment-là une voie tracée jusqu'à la fin de mes études. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'exerce le beau métier de psychologue. Et je dirais vraiment que c'est cet échec, les questions que j'ai dû me poser après cet échec qui ont vraiment permis de me réajuster dans un parcours qui est vraiment aligné avec ma destinée, je dirais. Ok. En cherchant, tu vois, généralement on a l'idée que la psychologie, tu viens vers les gens, vers un psychologue parce que tu as un problème. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bah, c'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire Ouais. que quand même, quand les personnes voilà, épluchent un petit peu leurs possibilités autour d'elles, que ce soit les amis, que ce soit la famille, ils se rendent compte qu'elles n'ont pas toujours un espace pour pouvoir penser les choses de manière avec quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est extérieur du coup à leur système. Bah, elles cherchent en fait quelqu'un qui est extérieur à leur système pour penser à cette chose-là avec eux. Et donc parfois c'est ça qui peut mener les gens. Je dirais que les enfants par exemple que je vois, eux ils viennent souvent parce qu'il y a des difficultés à l'école ou il y a des choses qui se passent dans la famille qui rendent la dynamique familiale compliquée. Donc effectivement c'est pas tout à fait faux parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose, mais on n'est pas du côté de la folie. On est du côté de tiens, il y a ce truc là, ça c'est là depuis longtemps, ça me dérange et je me demande si je ne devrais pas en parler à quelqu'un. Et D'accord. quelqu'un qui n'est peut-être pas dans ma famille ou que je ne connais pas. Voilà, donc voilà, je dirais Ok. ça. Ok. Et du coup, les gens viennent vers toi, pas forcément s'ils ont des problèmes, mais des fois on suscite des petits blocages quelquefois, des petits problèmes par-ci par-là. Euh, Moi, je me pose la question, euh, si quelqu'un souhaite se réaliser en tant que personne, euh, quels sont les blocages que tu as déjà examinés qui peuvent l'empêcher de se réaliser? Je dirais que la première chose que je vais aller voir, c'est un petit peu comment est-ce qu'elle a construit son identité. Et quand je dis ça, c'est quel est son discours par rapport à elle-même. D'accord. Et comment elle a construit ce discours-là, à partir de quel autre discours. Ça, c'est vraiment important parce que je dirais que quand même la question d'identité, de qui on est, c'est la base, comme la fondation pour pouvoir se penser. Se penser soi, se penser dans le rapport aux autres et se penser dans le rapport au monde, ma place dans le monde. Tout ça, ça démarre, en tout cas, je choisis de croire que tout ça, ça démarre quand même du discours qu'on a sur soi.
Donc je dirais que les blocages peuvent naître d'un mauvais discours sur soi, quoi. Et donc c'est là où je vais m'intéresser en premier. Et c'est là aussi où on va voir tout ce qui est, comme on parlait des phénomènes mentaux, mais on peut voir un petit peu à quel point, par exemple, la personne a des peurs. Et on peut aller voir un peu ces peurs. C'est des peurs sur quoi? C'est des peurs sur qui? Parce que finalement, la peur, ça vient restreindre, ça vient empêcher, ça vient paralyser, quoi. Et donc, la peur peut faire partie des blocages. Euh, je dirais que dans la question de la peur, il peut y avoir aussi des thématiques de l'échec, la réussite. C'est quoi le rapport avec l'échec, par exemple? Je donnais un peu mon exemple personnel, là, pour le coup, de comment j'ai dû faire sens de cet échec-là. Oui. Et que c'est en faisant sens de cet échec-là qu'il a pu avoir une place de tremplin vers autre chose. Mais il faut pouvoir le penser, parce que si l'échec, ça vient dire quelque chose sur soi, profondément sur soi, je suis bête, je suis mauvais, je ne sers à rien, alors c'est compliqué alors d'avancer, c'est compliqué de se lancer. Si par contre on prend le temps de se dire, mais tiens, mais cet échec, qu'est-ce qui vient dire au-delà de quelque chose sur moi, ou au-delà de quelque chose sur mes compétences? Qu'est-ce qu'il peut venir dire et quelle place je peux lui donner? Eh bien, alors là, on ouvre les portes, on ouvre les possibilités. Donc ça, c'est important aussi pour moi de voir comment est-ce qu'une personne se tient par rapport à l'échec, mais aussi se tient par rapport à la réussite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de la réussite aussi, et de tout ce que ça implique de réussir. Être vu, le poids de la responsabilité, ne pas décevoir les gens, tout ce que ça peut impliquer, ça. Mais toutes ces choses-là, elles sont quand même fondamentalement liées à l'identité et le discours qu'on a sur soi. Je reste quand même persuadée, quoi, que ça reste un peu la fondation des blocages. Ça reste la fondation des blocages. Ouais, ouais. Donc une personne qui sait passer au-delà de ces blocages-là, elle doit changer son identité ou plus se discipliner, ou les deux. Je dirais qu'elle doit juste être consciente de ce qu'elle se dit sur elle. Ouais. D'abord, c'est pas forcément changer l'identité, mais se dire comment est-ce que je peux conscientiser ce que je me dis sur moi, le discours que je me dis sur moi. Comment est-ce que ces pensées qui sont inconscientes peuvent passer dans la conscience quelque part, être nommées. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont surpris que c'est eux leurs propres détracteurs, quoi. C'est eux leurs propres obstacles, c'est ce qu'ils se disent en fait, et c'est la pression qu'ils se mettent eux finalement plus que la pression qu'ils reçoivent de l'extérieur. Bon, ça peut être des deux, mais ce que je veux dire c'est que pour beaucoup de personnes, quand même majoritairement, ils peuvent se rendre compte que finalement c'est eux qui sont leur propre blocage. Ou c'est la manière dont ils se pensent qui a un blocage. Et donc quand ils se questionnent sur « Ah tiens, mais pourquoi est-ce que je me dis ça ?» ou « Pourquoi est-ce que je me dis que ça peut arriver qu'aux autres et jamais à moi ?» Et comment est-ce que ça peut être un blocage pour essayer, pour tenter, pour se dire « Ah ben tiens, cette opportunité-là, j'ai envie de la saisir. » Donc quand les gens prennent le temps en fait, de faire ce travail-là, parfois ça peut déjà débloquer les choses. Et je dirais que la discipline, elle vient après. La discipline, elle vient vraiment comme un moyen après pour atteindre les objectifs, comme un outil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle vient se mettre maintenant naturellement. Elle n'est plus je dois me discipliner, ou la discipline m'empêche de manière générale, elle restreint mon plaisir instantané. Non, elle vient vraiment comme j'ai besoin de savoir aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est très clair maintenant qui je suis, où j'ai envie d'aller, et je l'utilise comme un outil pour y aller, quoi, comme un moyen. Voilà. Je dirais que le rapport à la discipline devient peut-être un peu plus tendre. Même si la discipline reste la discipline et qu'elle impose quand même un cadre. Super, super. Selon toi, quels sont les éléments concrets pour briser les limites que l'on a? Ouais. Alors, je pourrais dire qu'on peut comme se créer un protocole pour comprendre les choses. Si on se pose cette question, on pourrait passer par la première question qui serait « Qu'est-ce que je me dis vraiment ?» Parce qu'on peut penser qu'on se dit certaines choses, je suis forte, j'y arriverai, mais finalement, le comportement va être le fruit de ce qu'on se dit vraiment, ce que j'appelle les croyances profondes sur soi. Et quand les gens prennent le temps de se reconnecter à ça, parfois peut émerger en fait, c'est vrai que j'ai envie de croire que je peux réussir et j'ai envie de croire que ça va se passer, mais il y a plein de fois où quand j'y pense pas, ce que je me dis profondément, c'est que la réussite c'est pour les autres et pas pour moi.
Et donc, du coup, la première étape, ce serait, c'est quoi la croyance limitante? Je sais que j'ai envie de croire ça, mais pourtant, il y a quand même une petite voix intérieure qui résonne et qui fait sens avec mon être, quoi. Ça, ce sont les croyances profondes et des croyances souvent limitantes. La deuxième chose qu'on pourrait se dire, c'est tiens, mais qu'est-ce qui est venu nourrir en fait cette croyance-là? De qui est venu nourrir, qu'est-ce qui est venu nourrir, voir un peu comment est-ce qu'on a même nous-mêmes participé en fait à faire nourrir cette croyance. La troisième chose, ce serait tiens, mais comment est-ce que je peux renoncer en fait, tout simplement? Comment est-ce que je peux arrêter de croire ça? Alors on me dira, mais j'ai cru ça toute ma vie, comment est-ce que je peux arrêter de croire du jour au lendemain? Oui, c'est pas si simple. Parce que je donne toujours l'image d'une pensée, c'est comme une semence qu'on a mis dans une terre, qu'on a nourrie, et puis on se retrouve 10 ans plus tard avec un arbre qui a des fruits. Et puis le fruit, parfois, c'est un manque de confiance en soi, c'est toutes des choses comme ça. Et donc, s'attaquer à un arbre qui a été nourri, donc, auquel on a pris soin, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être nourrir autre chose, semer autre chose, une autre sorte de pensée, qui est aussi vraie. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois qui vont se rendre compte que sur leur parcours, oui, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais justement, ces échecs-là ont permis certaines choses, où ils ont dû affronter certaines choses, et ça a créé des forces en eux. Donc, c'est aussi reconnaître ce qui a pu se passer à côté de ces choses, ce qui a pu se passer à côté de ces moments ou de ces événements qui ont permis à la pensée limitante de s'installer. Il y a eu autre chose, et des choses positives, et des choses qui ont permis, des choses qui ont construit, des choses qui ont établi des pensées qui ne sont pas limitantes à l'intérieur de soi. Donc, comment est-ce que je peux nourrir ça? Et puis ça passe par des petites actions, en dernier, des petites actions concrètes, ça, c'est pouvoir s'en rappeler, pouvoir le conscientiser, pouvoir le vocaliser, pouvoir reconnaître que quand on pense que la réussite est pour les autres, c'est un mensonge. Et pouvoir se dire non, en fait, j'ai pas envie de croire ça. J'ai envie de croire que j'ai ma place aussi. Mais voilà, il faut pouvoir être intentionnel là-dedans et s'en rappeler. Parfois que d'autres nous le rappellent aussi, pour l'accepter, se dire merci de me rappeler ça. C'est important que je puisse me rappeler ça. Donc voilà, ça c'est peut-être dans le pratico-pratique, comment est-ce que les gens peuvent mettre des petites choses en place dans leur quotidien qui leur rappellent de nourrir cette croyance qui n'est plus limitante, quoi. Qui n'est plus limitante. Et donc si on est entouré de personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin, tu vois, tu essaies de te dépasser, mais ton environnement ne le fait pas en fait. Comment sortir de là? Ouais, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, surtout quand l'environnement c'est famille. Parce qu'encore amis, on peut choisir, collègues, on peut choisir, mais quand c'est famille, c'est là où c'est pas facile. Mais je dirais que c'est important en fait. Je dirais que la distance, c'est important de la voir aussi comme un curseur, quoi. C'est que peut-être que pour m'épanouir et réussir là où je dois réussir, ce curseur, il doit aller peut-être un peu du côté de l'éloignement pour un temps. Ça ne veut pas dire du côté de la rupture, mais c'est juste que dans le curseur fusion-rupture, il y a peut-être un endroit qui va permettre et le lien, mais aussi le dépassement de soi, et de se mettre dans un cadre et dans un environnement qui va permettre que je puisse être entourée de personnes qui vont quelque part dans la même direction, qui ont aussi l'envie de se dépasser, l'envie de se donner. Parfois, c'est des enfants, voilà, on a déjà vu plein d'histoires d'enfants qui grandissent dans des conditions très compliquées et puis qui rencontrent des professeurs ou qui rencontrent des gens qui vont vraiment leur donner la possibilité de croire plus que eux croient en eux-mêmes, quoi. D'accord. Et donc, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le curseur de je crois toujours ce que je dis à la maison et je reste à la maison, j'ai un endroit où mon curseur s'éloigne un peu et puis je peux être nourrie dans ces pensées-là, dans cette envie-là et donc ça permet, quoi. Mais donc je dirais qu'il faut voir un peu le curseur parce qu'effectivement, c'est-à-dire que quand on est dans un entourage où ça tire vers le bas, c'est compliqué, ça demande beaucoup de force de sortir de ça. Donc on pense au petit curseur. Mais tu es en train de me rappeler mon background de la Guadeloupe, en fait 400 000 habitants, on pense comme l'île en fait, quelque part. Et après tu sors, tu vas en Angleterre, c'est grand. Et donc les gens, les anglophones, c'est the sky is the limit. Et donc sortir de là, de sortir de chez toi pour arriver là-bas, tu te rends compte que ça t'apporte plus et tu penses de manière plus ambitieuse en fait par rapport... Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis, il faut
on aime les personnes qui nous ont éduqués, mais quelque part, il faut pouvoir sortir pour aller un petit peu plus loin et peut-être après revenir juste pour apporter quelque chose. Exactement, exactement. Ouais. Vraiment comme un curseur s'éloigner, ça ne veut pas dire... Il y aura peut-être un moment de retour justement pour faire un peu le dépôt de tout ce qu'on a reçu et de voir à qui ça parle et qui peut se saisir de ça aussi à un moment donné. On le voit dans plein de personnes, plein d'histoires comme ça, mais effectivement. Est-ce que tu recommandes des outils pour avancer de tous les jours en fait? Oui, moi je crois vraiment en des outils très simples et très pratiques qu'on peut mettre quotidiennement. Je crois qu'il y a une des choses, c'est que moi j'invite toujours les gens à réfléchir sur ce qu'ils se disent, à avoir des temps un peu, des moments d'arrêt, des moments où on s'arrête un peu pour penser à soi, à son cœur, à l'état de son cœur, où on en est vraiment. Parce que si on ne s'arrête pas, en fait, ce ne sont pas des questions qui vont venir spontanément. Et on ne pense pas toujours à aller chez le psy, et il n'y a pas toujours besoin d'aller chez le psy. Mais donc si on a par exemple l'habitude de pouvoir avoir des temps d'arrêt, moi des temps de retraite même, où on part quelques jours, on se dit tiens mais où j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Comment est-ce que émotionnellement je vais? Comment est-ce que je vais dans mes relations? Comment est-ce que je vais dans mes ambitions et dans mes rêves? Pouvoir se poser ça, c'est très confrontant, mais en même temps, grâce à cette confrontation, on peut aussi se repositionner et se dire mais tiens mais en fait cette année, j'ai envie de mettre des moyens pour réaliser cette chose-là qui était là depuis longtemps. Cette année, je pense que c'est cette année. Et donc, on s'arrête, mais du coup, on élargit comme une vision, les choses deviennent plus claires, et alors on peut mettre notre énergie, pas dans tout et n'importe quoi, mais dans quelque chose qui est vraiment axé avec la vision, quoi. Donc je dirais ça, vraiment des temps d'arrêt où on se pose des questions un peu confrontantes, il faut y aller, parce que ça nous aide nous, mais ça aide aussi les autres, hein, qu'on se pose certaines questions. Je dirais que moi je crois aussi beaucoup en l'écriture, des temps vraiment où on écrit, des temps où on prend le temps de faire parfois aussi même le bilan de sa journée, de voir ce qui n'a pas été, de voir ce qui a été aussi et de prendre le temps de pouvoir noter les choses qui ont été ou les choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Parce que moi je crois vraiment au pouvoir de la gratitude comme essentiel pour pouvoir avancer, parce que sinon alors le champ de vision se restreint, on ne voit que ce qui ne va pas, et alors du coup là on nourrit tout ce qui est pensée limitante. Par contre quand on prend le temps d'expérimenter ou d'éprouver, de laisser place à la gratitude pour des petites choses ou pour des grosses choses, alors on est vraiment dans nourrir des pensées qui sont plus ouvertes et qui sont plus larges. Donc ça, la deuxième chose. La troisième chose, je dirais que c'est important aussi de pouvoir être intentionnel dans le soin de soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lire des livres sur des thématiques qui nous touchent particulièrement, des gens qui sont sortis des défis que peut-être qu'on éprouve aujourd'hui. Donc vraiment d'être intentionnel, quoi, de lire, d'écouter des podcasts, d'en discuter, pourquoi pas avec des gens aussi qui ont traversé la même chose que soi ou qui veulent se dépasser. En tout cas, on avait parlé de la question de l'environnement, de s'entourer des gens et de discuter, d'ouvrir un petit peu la discussion, la communication. Je crois que ça aide beaucoup de s'entourer. D'accord, ouais. D'accord. Et donc, on parlait des outils, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres outils, comme la foi, par exemple? Oui, je crois vraiment que dans cette question-là de se dépasser, dans les questions de discours, etc., la foi, elle est primordiale. Enfin, en tout cas, elle a une place énorme. Je donnais par exemple l'outil de pouvoir s'arrêter, de pouvoir prendre des retraites, des temps de retraite. En tout cas, moi, dans ma vie personnellement, ce sont ces moments-là qui ont été des moments pivots dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est des moments où j'invite Dieu dans la question, en fait. J'invite Dieu dans ces questions. Il y a des choses qui se passent en moi que je ne touche pas vraiment ou que je ne conscientise pas. Et donc, c'est là où je l'invite à me dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur? Et puis lui aussi, Dieu peut venir dire aussi son discours sur moi. Et comment est-ce que je peux accepter ça? Comment est-ce que je peux accepter ce que Dieu vient dire sur moi, ce que Dieu veut pour moi, et de ce que Dieu voit en moi? Et comment est-ce que en fait, c'est ça qui va construire ma vision? Comment est-ce que c'est ça qui va éclaircir aussi les choses? Et je crois que la foi est vraiment un moteur, parce que quand on n'en peut plus
ben voilà, il y a toujours la foi qui vient remettre un peu la vision là devant nous et puis on continue, on persévère, on avance, on mord sur sa chic parce qu'on participe non seulement à quelque chose qui nous épanouit nous, mais aussi à quelque chose qui est plus grand que nous. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose de vachement humain dans ça. Les gens aiment participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et je crois que ça, c'est la petite touche de Dieu dans le cœur de chaque être humain. Voilà, qui veut mettre sa patte à quelque chose qui sera plus grand que lui et qui va rester après lui. Et personnellement, est-ce que la foi a eu un impact personnel pour toi? Oui, là encore, elle l'a toujours. Je crois que je donnais mon témoignage là quand j'avais raté en médecine. En fait, pour moi, le choix de mes études n'a jamais été une question pour laquelle j'ai prié. Il n'a jamais été une question dans laquelle j'ai invité Dieu. C'était ce que je voulais faire. Et puis, en fait, en me confrontant aux questions, etc., j'ai dû comprendre et j'ai compris, en fait, que c'était ma propre ambition, c'était mon image aussi qui passait par là. Neila, médecin, la fierté de la famille, avec quelque chose dont je me chargeais là dans ma réussite. Qui n'était pas à moi et qui n'était pas voulu, je pense même par Dieu. Et puis quand j'ai pu enlever un peu toutes ces charges, enlever un peu toute la narration autour de ce métier, etc., j'ai pu comprendre que je voulais fondamentalement aider les gens, mais que j'avais plein d'autres manières en fait de pouvoir aider les gens. Et puis vraiment, c'est au travers de ma foi, même les prières d'autres pour moi, que j'ai pu comprendre que ma posture, elle était différente de celle d'un médecin. Et qu'il y avait quelque chose, comme je disais, de plus aligné dans la posture du psy, d'être proche des gens, de pouvoir, tu disais, décharger, mais parce que moi aussi, je peux décharger après aussi au pied de Dieu cette charge émotionnelle et mentale ouais, de la souffrance de l'être humain. Donc vraiment à toutes les étapes, en fait, je dirais que Dieu est présent dans ma pratique. Et c'est aussi, voilà, je fais partie d'une ASBL qui s'appelle La Houlette, et donc c'est aussi une proposition qu'on fait de pouvoir mêler le discours de la psychologie et le discours de la foi qui ne sont pas du tout en opposition, bien au contraire. Et donc qui nous aident vraiment à comprendre. Donc tout ce que je dis par rapport à l'identité, etc., c'est des choses que j'ai apprises, mais c'est aussi des choses que j'ai comprises au travers de mes lectures de la Bible, que j'ai comprises dans les révélations, les choses que Dieu peut m'expliquer sur comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est ça qui m'aide en fait comme outil pour les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. C'est vraiment une manière de penser les choses que je propose aux deux. Parfois je peux mettre certains mots avec les chrétiens et puis d'autres mots avec les non-chrétiens, mais la base de ma pratique et de ma compréhension, elle est profondément ancrée dans les écritures bibliques. Super, super. Mais c'est bien. Je me dis, en fait, on avait une autre question et j'aime beaucoup ton témoignage. Du coup, il y a des personnes qui sont parties, qui ont déjà exécuté, qui ont déjà fait, qui sont rentrées, qui sont entrepreneurs, qui sont très ambitieuses et qui sont fatiguées. Je me dis, à quel moment ils doivent se dire, ok, on arrête. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait pour pouvoir continuer à avancer bien en fait. Je crois que la question de l'équilibre, elle est fondamentalement humaine, et donc c'est pas toujours simple. Parfois on va trop vite, puis on va trop lentement, puis on est toujours dans un va-et-vient comme ça. Mais je dirais qu'il y a des signes aussi qui montrent la fatigue, effectivement, l'irritation souvent, quand les relations deviennent compliquées. Souvent c'est les autres qui nous disent, qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent « Ouh là là, est-ce que tu ne serais pas fatigué toi? Est-ce que ça commence pas à être de trop ?» Je pense qu'il faut être attentif à ça, parce que parfois nous-mêmes on n'arrive pas à voir les signaux qu'il est temps d'arrêter ou qu'il est temps de ralentir. Et je le disais par rapport aux retraites, mais je le pense aussi dans la question de la gestion de la charge mentale, c'est que ces temps d'arrêt-là, ils sont aussi des temps d'arrêt pour faire le bilan sur comment est-ce que je fonctionne jusqu'ici, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche pour mes émotions? Est-ce que ça marche pour ma famille? Est-ce que ça marche pour mon entreprise, mes employés? Ce sont des questions qui sont confrontantes, mais je crois que les personnes qui osent se poser ces questions-là, elles ont une capacité d'adaptation, de flexibilité qui permet un épanouissement non seulement pour la personne, mais pour les personnes autour d'elle.
Et donc dans ces moments-là, on se réajuste, c'est-à-dire tiens, comment est-ce que le mois suivant, par exemple, sur quoi je peux travailler, sur quoi je peux être attentif. Ah tiens, le mois suivant, par exemple, je vais avoir besoin quand même d'un jour de pause, un vrai jour de pause. Et donc quand on prend le temps comme ça de s'arrêter, alors ça peut être quelque chose, si on est vraiment très très occupé, je dirais que ça a quelque chose, c'est des moments qu'il faut vraiment mettre mensuellement presque. Comme ça, à chaque fois, on se réajuste par rapport à la charge ou par rapport à la saison dans laquelle on est. Donc voilà, je dirais que vraiment des temps d'arrêt, mensuels, bimensuels, trimestriels, pour se réadapter par rapport à son équilibre personnel et professionnel sont importants. Ça va vraiment aider. Et dans ces moments-là, pouvoir se poser des questions qu'on a déjà un peu énoncées au travers de notre entretien, mais de pouvoir se poser ces questions-là. Ouais, je crois que voilà, c'est humblement, ce serait la réponse d'une psy. Super, super. Donc on arrive à la dernière question. Le podcast s'appelle Becoming. Yes. Et je voulais savoir si toi, tu estimes que tu es déjà rentrée dans ta vocation. Oui, je pense que je suis rentrée dans ma vocation. Maintenant, est-ce que je déploie pleinement tout ce qui est en moi? Je pense pas. Je pense pas, je crois que je suis encore en chemin. Toutes les choses que j'ai mentionnées, c'est aussi des choses que j'ai expérimentées personnellement en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai aussi fait face à des limitations de ce qu'une psy fasse d'autres projets que juste être en 1 à 1, etc. Est-ce que c'est vraiment pour moi la réussite? Donc, j'ai dû aussi traverser tout ça. Et je sais qu'il y a encore du travail aussi, justement, pour déployer tous les projets que j'ai aussi à l'intérieur de moi. Mais je sais profondément que je fais ce que je dois faire et que le message que je donne au travers de ces interviews, il est profondément lié à ce que je dois apporter ici, quoi. C'est-à-dire la petite peut-être sonnette d'alarme pour les gens de pouvoir s'arrêter, se poser certaines questions qui vont nous réajuster par rapport à qui je suis ici sur Terre et ce que je suis amenée à comment est-ce que je suis amenée à impacter en fait. Qu'est-ce que moi j'ai à donner? Et je crois qu'il y a tout le monde a quelque chose et tout le monde peut impacter l'environnement dans lequel il est, la famille dans laquelle il est, d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est vrai que peut-être que c'est un peu ça, ma mission, ma vocation, et d'accompagner les gens qui ont envie de croire en eux, qui ont envie que les perspectives s'ouvrent à nouveau, que les choses qui se sont passées dans le passé, elles puissent être à une place qui permet plus qui empêche de faire sens de tout ça. Je crois que quand ça se passe comme ça, même dans mes entretiens, quand je sens qu'il y a comme un décalage qui ouvre, alors là je me dis oh yes, c'est parti. Merci d'avoir écouté Becoming. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, laissez une note ou partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt dans Becoming.